À la pas du team, nous aimons les gens neutres et apolitiques comme nous, et c'est pour ça que nous adorons Clément Viktorovitch et qu'aujourd'hui, nous revenons pour regarder l'illustre Clément Viktorovitch, universitaire, spécialiste en rhétorique et en politique, qui va venir nous donner un petit peu des leçons. Car vous là, vous tous là, vous lui attrapez sa veste. Je ne comprends pas pourquoi. Parce que nous, ici, on n'a absolument pas participé à ce genre de truc. C'est pas notre genre. Vous lui attrapez sa veste, genre, ouais, en fait, tu fais comme si tu étais neutre, mais il y a quand même des enjeux politiques actuellement. Tu peux pas ne pas te positionner, ne pas dire pour qui tu votes. C'est pas très honnête intellectuellement. Et là-dessus, heureusement que de sa grande posture d'universitaire, il nous explique pourquoi, selon lui, un analyste politique ne doit pas dire pour qui il vote. On va parler de ça avec mon ami Chris et vraiment ça va être passionnant parce que ça c'est vraiment une take sur le journalisme, l'analyse politique, etc., qu'on va essayer de creuser parce que nous, ça fait très longtemps qu'on n'est pas du tout d'accord avec ça. Et même, figurez-vous, on va vous expliquer un petit peu notre strat. À votre avis, pourquoi est-ce qu'on revient mordre les fesses de Clément Viktorovitch extrêmement régulièrement? Précisément pour cette raison. Et on va vous expliquer tout ça avec mon ami Chris. Chris, comment ça va? Es-tu prêt à ce qu'aujourd'hui, la pas du team dévoile sa stratégie cachée pour prendre le pouvoir et mettre en place le communisme mondial? Ouais, bah oui, bah à un moment donné, il faut jouer carte sur table. À un moment donné, il faut Oui, faire tapis, quoi. Tu vois, tu peux pas jouer oui. le poker face tout le temps. En fait, si les gens nous connaissent bien, la première fois qu'on a discuté avec Viktorovitch, c'est qu'on voyait, j'allais dire, Viktorovitch monter comme si on avait été plus gros que lui à un moment, mais pas du tout, tu vois, voilà. Il était déjà bien au-dessus de nous, mais nous, on montait. Pourquoi on l'avait fait avec Padu à l'époque? C'est parce que on voyait un croisement de nos publics. Et on se disait, nous, on fait pas la même chose, on n'a pas le même angle, et je pense que l'analyse politique de Clément Viktorovitch est dépolitisante. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont dire c'est complémentaire, ça rapporte des trucs. Moi, je ne suis pas d'accord. Sa façon de faire de l'analyse politique est dépolitisante, et on va le voir dans cet extrait-là. On a été un petit peu plus loin dans la polémique, parce que là, il est sorti de sa dépolitisation par des choix politiques. Et c'est ça qui est là qui peut être où on est rentré un peu plus dedans, c'est quand il vient taper sur Sofia Chikirou avec les pires anti-mélenchoniens, Mediapart, etc. pendant les campagnes municipales, quand il revient à la charge entre un Jérôme Gage, etc., un Glucksmann pour dire Mélenchon est antisémite, il y a un côté, comment dire, hurler avec les loups, pas vraiment en mode de décodage, prise de recul, ce qu'il essaye de nous vendre. Donc là, on a été un petit peu plus virulent. Là, comme tu l'as dit, c'est l'occasion, cet extrait-là, que je trouve assez sincère de sa part, finalement. Voilà, il dit vraiment ce qu'il est dans cet extrait. En fait, il dit ce qu'il est pas, plutôt, ou ce qu'il ne croit pas être, et il dit vraiment ce qu'il est. Et donc, nous, ça va nous permettre de décoder une certaine vision du monde, un certain sujet social qu'on combat, mais en fait, qu'on combat globalement, on combat pas Viktorovitch, on combat ce sujet social-là qu'il incarne, c'est-à-dire une espèce de clergé intellectuel, moderne, qui a les diplômes, qui a le droit de dire le monde, dans une position où il pourrait avoir une vision englobante et tout. Et c'est ça le fond de fond. Viktorovitch, on le connaît pas, on le croisera sûrement jamais. Ça se trouve, il est très sympa, et puis on pourrait dîner ensemble, on se marrerait bien. Mais il a effectivement une vision du monde de classe, de sujets collectifs spécifiques, qui nous paraît pas simplement éloigné de ce qu'on pense, mais nous paraît problématique pour la transformation du monde, c'est-à-dire qu'il a un discours conservateur, voilà, malgré ses aspects progressistes, etc., la façon dont il agit, la façon dont il se positionne, laisse les choses telles qu'elles sont, conservatrices. Il y a une critique, un peu ce que nous on appelle tragique. Oh, on aimerait tellement que le monde soit mieux, mais on peut juste constater sa dégueulasserie. C'est quelque chose qu'on a fait aussi, tu sais, Zoé, avec la gannerie, qu'on a fait des gens qui ont des visions très descriptives là-dessus. Pareil pour Lordon, à une certaine manière. Lordon, il surjoue le révolutionnaire en allant s'asseoir entre deux militants de RP, parce qu'en fait, justement, il comprend que sa théorie n'aide pas la révolution, voilà. Donc, il est obligé de compenser. Bah là, on est, Viktorovitch, c'est pas tout à fait Lordon, mais on est dans la même dimension, et effectivement, on est à la fin dans le même sujet collectif, des intellectuels d'État organiques payés par l'État, c'est-à-dire un État qu'il déteste, qu'il considère comme raciste, capitaliste, patriarcal, alors que nous, on le voit beaucoup plus dialectique pour le coup, alors qu'on est moins inséré qu'eux dedans, et un État qui déteste, mais qui en même temps les fait vivre et les légitime. Donc,
bah, ça donne une vision tragique et c'est ça dont on va parler. Pardon, j'ai fait une intro très longue. D'habitude, je fais ça avec Padu. Mais bon, voilà, c'est une intro en matière. Non, mais moi, j'aime bien. J'aime bien. Non, c'est surtout qu'en plus, si tu veux, moi, je rajouterai un truc, parce que tu dis la posture d'intellectuel et tout. Moi, je trouve qu'il y a aussi un enjeu, on va en reparler en regardant l'extrait, mais il y a un enjeu qui nous tient beaucoup à cœur à la Padu Team, c'est comment on peut faire pour utiliser l'outil Internet au service de la politique et de la lutte politique. C'est une question qu'on se pose depuis le tout début où on fait du contenu. C'est une question, moi, que je me posais bien avant de commencer à faire du contenu Internet. Et c'est une question qui est centrale dans notre association. Comment on choisit nos sujets, comment on les aborde, pourquoi est-ce qu'on va à la conflictualité, etc. Tu sais, très récemment, vous avez sorti une vidéo sur Poutou qui a fait faire ouin-ouin à beaucoup de gens, qui a beaucoup plu à beaucoup de gens aussi. Et en fait, nous, c'est pas du tout, si tu veux, quand on lit des commentaires qui disent oui, vous êtes trop dur, etc. On est très contents parce que c'est le but. Et donc, je pense que... non, mais c'est vrai. Et du coup, on va essayer d'appuyer un peu tout ça parce que, en fait, le fait que la parole politique de gauche, parce que Viktorovitch, par exemple, est estampillé à gauche, et c'est un des mecs qui a le plus d'audience dans ce champ-là sur la gauche politique française sur Internet. Pour nous, c'est un vrai problème si l'outil Internet se met à servir à ça, ce qui en fait est un truc extrêmement proche de ce que les médias ont toujours fait, et d'ailleurs Viktorovitch vient des médias habituels, comme des bifurcations qu'ont fait d'autres gars. C'est pareil, les profils Jean Massier, tu vois, etc. C'est des mecs qui exportent cette espèce de profil analyste politique, journaliste politique, dépolitisant, qui est un problème. Et comme l'outil Internet est un outil à la fois absolument incroyable en termes de possibilités de lutte, c'est-à-dire que ce soit en termes de possibilités de se mettre en lien les uns avec les autres, d'avoir accès au savoir, tu vois. T'as pas besoin d'être à côté d'une bibliothèque qui a le livre que tu as envie de lire. Tu peux avoir accès à des PDF pour les livres qui sont anciens gratuitement, full gratuit. La possibilité d'avoir des traductions encore plus avec l'IA aujourd'hui, tu vois. Enfin, l'outil Internet en termes de possibilités de diffusion du savoir, de mise en lien des militants et tout, est un outil de dingue. Par contre, c'est un outil hyper récent. Et donc, je pense que tous les militants sont en train d'essayer de dompter cet outil, de se l'approprier. Et pour nous, c'est un problème si la parole politique sur Internet devient exactement la parole politique qu'on trouve à la télé ou à la radio, c'est-à-dire ce type de parole politique-là. On va parler de tout ça, ça va être absolument passionnant avec cet extrait, qui est un extrait où il va expliquer, il va s'engueuler un petit peu avec son chat, et il va s'insurger qu'on lui demande de dire pour qui il vote. Tant que tu ne donneras pas le parti que tu soutiens, tu auras ce genre de problème. Ouais, mais ça, on en parlera plus tard. Ça, je vais pas rentrer là-dedans. Et ça, c'est un truc de fou. Après, moi, si les gens veulent militer pour un parti, moi, il n'y a pas de problème, chacun. Mais franchement, c'est quoi cette nouvelle manière de considérer que pour un analyste politique, c'est normal de dire le parti pour qui il vote? En fait, vous êtes... Ça, je trouve déjà l'idée même qu'ils pensent, c'est une nouvelle manière de... Mais oui. Et en fait, c'est génial parce qu'ils voudraient être dans les anciennes structures de clergé, tu vois, de dire le monde, etc., tranquillement sur les plateaux télé, factuels, on prend pas position, on essaye d'éclairer la population. Donc tu vois, dans cette stratification, dans un moment de crise intense, où justement tout le monde doit se moïser, se polariser. Et donc il va dire, ah non, il y a des choix très importants, l'antifascisme, machin et tout, mais il faudrait conserver les structures où non, quand même, il y a des espaces. Mais non, c'est pas possible, Clément, soit à un moment donné, tu joues les antifascistes et tu dis clairement oui, je vote pour un tel, tout le temps, et pas simplement quand c'est le vote de 90% de tes viewers, quand il y a effectivement l'unité de la gauche, parce que c'est ça le fond du truc, c'est que effectivement, je peux le parier, si vous dites qui a voté NFP aux électeurs de Viktorovitch, vous avez sûrement 90% des gens qui ont voté NFP. Si vous dites qui aime bien Mélenchon, ça, tu vois, ça segmente un peu plus, Zoé, dans les auditeurs de Viktorovitch, ça fait pas bien tourner la boutique. Mais pourquoi ? Pas parce que c'est simplement un boutiquier. La période exige qu'on se prononce. Et toi-même, tu sais le rappeler. Mais là, dans ce moment-là, quand ça contrevient à tes intérêts, et c'est là où on voit que c'est des gens qui ont encore un intérêt mécanique de classe, de vouloir se sentir à distance, comme plein de gens l'ont eu. Moi, je vais revenir à Bourdieu, par exemple. C'est des gens, ils ont des positionnements faciles, parce qu'ils ont des positionnements évidents. Quand Bourdieu vient chez Schneiderman dire « je soutiens les grévistes », le type est au Collège de France, il a déjà tout, tu vois ce que je veux dire ? Il a déjà tous les éléments institutionnels, il ne peut pas les perdre, donc il n'en a plus rien à foutre d'agir dans son champ, il est le roi de la boutique, donc en plus il vient
soutenir des gens en grève de gauche. Mais je veux dire, il n'y a rien à perdre à faire ça. Tu vois, il n'y a rien à perdre à faire ça. Il aurait bien aimé que Bourdieu, il ouvre un peu plus sa gueule dans les années 80, 82, 83, quand il y avait le tournant de la rigueur pour soutenir les premières grèves contre Mitterrand, contre le Parti Socialiste. Mais sauf que là, il n'avait pas, tu vois, il n'avait pas eu tous les niveaux, il n'avait pas eu tous les grades. Tu vois, c'est effectivement quand tu as le bâton de maréchal, bah, tu peux dire un peu ce que tu veux, tu vois, parce que tu n'as plus rien à espérer, tu vois. Bah là, c'est la même chose. Clément Viktorovitch, il veut être l'antifasciste, il aimerait bien être Jean Moulin, et en même temps, il n'a pas envie de perdre la boutique, donc il dit comment c'est possible. Et moi, je reviens juste pour finir là-dessus. Ce qu'il oublie aussi un truc, c'est que là, il vit vraiment pas avec son temps, et ça, je te laisserai développer parce que t'as une analyse très fine que les auditeurs méritent d'écouter là-dessus, Zoé, sur l'élément Internet. En fait, ils oublient aussi que le niveau d'information des gens est d'un niveau sur le plan factuel, sur le plan des choses. C'est aussi ce qui fait aussi les fake news, etc. C'est parce que t'as beaucoup de faits, il faut les trier et tout. Mais l'accès à l'information, au factuel, maintenant avec les téléphones portables, Internet, les réseaux sociaux et tout, fait qu'on n'a plus besoin de médiation, de gens qui nous racontent ce qui se passe. On a besoin de gens qui se positionnent et analysent ce qui se passe. Il n'y a plus besoin de dire, voilà, le journal de 20h, ce qui s'est passé, tel fait divers, tel fait divers, tel fait divers, tel fait, et faites-vous de votre propre idée, nous on n'est pas là pour ça. Non, les faits, on les connaît déjà tous quand on allume telle émission de radio, telle émission de télé, tel podcast et tout. Donc on a besoin des gens qui disent, voilà, comment on se positionne face à ça. Et donc, les Jean Massier, les Clément Viktorovitch n'arrivent pas à comprendre que plus ça va s'accélérer, la crise va s'accélérer, plus on a besoin de positions franches et radicales. Et les gens qui aiment Viktorovitch et qui aiment Jean Massier, ce ne sont pas des gens qui aiment s'éclairer, voilà, c'est des gens comme lui qui ne veulent pas prendre position. C'est pour ça qu'à la fin on dit c'est une vision dépolitisante. Pourquoi ? Parce que c'est une vision qui est faussement dans l'observation, l'analyse, la factualité, alors que c'est une position de retenue, de lâcheté et donc de conservation. Et là, il va l'exprimer dans son podcast. Totalement, et tu vois, moi je rajouterais parce qu'il dit, voilà, c'est un truc nouveau là qu'on nous demande de dire pour qui on vote. Mais moi, quand j'ai entendu ça, il y a un truc qui m'a vraiment choqué un peu, c'est que c'est effectivement un truc très courant, hein. Je pense que lui, quand il dit ça, il ne comprend même pas qu'on puisse s'opposer à cette phrase, quoi. C'est tellement ancré en lui qu'il n'y a pas de problème. C'est le cas, je pense, chez l'immense majorité des gens qui considèrent que leur métier, c'est d'analyser la politique. En réalité, dans l'histoire des idées, etc., c'est très récent, l'existence de ces positionnements-là. L'existence de ces mecs qui se disent « Moi, je suis là pour analyser la politique, je suis là pour vous donner des clés de compréhension, je ne suis pas là pour me positionner moi-même. » Mais en réalité, on va se dire les termes. Analyser la politique de manière neutre, ça n'existe pas. Tu analyses la politique depuis un positionnement politique. Et en réalité, des mecs avec ces positionnements-là, vous en trouvez, ça a commencé autour des années 70-80. Si vous lisez des mecs qui analysent la politique, alors à l'époque, ça se présentait pas comme un métier, etc. En général, c'était des gens qui étaient à côté de ça, des militants, des syndicalistes, des hommes politiques, des intellectuels, etc., mais qui se considéraient pas analystes politiques. Mais de fait, ils analysaient la politique parce que c'était nécessaire à leur activité pour lutter, pour militer, etc. Mais aucun de ces mecs, vous lisez dans les années 20, dans les années 40, dans les années 50, dans les années 60, les mecs sont positionnés politiquement quand ils font ça. Vous savez pour qui les mecs votent. Vous savez si le gars c'est un gaulliste, si le gars c'est un communiste, etc. Vous le savez, parce qu'il le dit clairement. Ça ne viendrait même pas à l'idée, à cette époque-là, de se dire je peux analyser la politique sans dire clairement d'où je parle. Et c'est une forme d'honnêteté intellectuelle, en réalité, de dire d'où il parle. Et tu vas voir, on va continuer, parce que toute la finesse du truc, c'est que lui, il dit mais en fait, j'ai des positionnements, vous les connaissez, et tu vas voir quand tu dis les prises de position sans risque, tu vas voir en termes de prise de position sans risque, là, on est vraiment sur des trucs où tu fais oui, d'accord, c'est vraiment du niveau je suis contre la guerre et contre les méchants. Et là, oui, bon, ok, quoi. Ça dit pas grand-chose de comment on fait pour que les méchants arrêtent d'être au pouvoir. Et donc, lui, il est dans cette espèce de truc de en fait, j'ai des grandes idées, mais je n'arrive pas à les faire rentrer dans un parti politique parce que moi, en fait, je n'arrive pas à adhérer 100%. Et ça, c'est vraiment... Mais vas-y, on va continuer. Mais en vérité, là, Clément Viktorovitch exprime par sa parole une pensée qui est aussi le produit d'une génération qui est orpheline d'organisations militantes. Parce que tu vois, faut dire les termes à un moment. Ouais, je suis d'accord. Dans une France où tu as 5 millions de gens syndiqués à la CGT, des millions de gens adhérents au Parti communiste français, en 1945, où tu sors d'une guerre mondiale, où tu as dû t'opposer aux nazis, etc.,
Personne n'a le confort de s'asseoir sur une chaise, de se payer 8000 balles par mois à analyser la politique de manière neutre, en fait. Mais Personne. c'est même, Et c'est de même toute la- façon, derrière, il y a des mecs qui te poussent au cul en te disant « Wesh, Et c'est- comment ça t'es neutre ?» Tu vois, d'où mais t'es neutre. c'est même l'inverse en plus. Justement, tu parles des années 70 un peu, là, quand ça commence à être un peu post-guerre froide, troisième voie et tout. Des gens qui se construisent, tu sais, contre Sartre. C'est qui était l'exemple même de l'intellectuel qui était obligé de se dire communiste pour pouvoir qu'on l'écoute, tu vois. C'était ça quand on dit mettre la pression, tu vois. C'est genre, d'où tu parles, tu vois. Et il était obligé de dire je suis communiste, alors on pourrait en faire un truc. Et l'exemple même inverse, qui est la lâcheté intellectuelle, c'est Camus. C'est le fameux entre la justice et ma mère. Je choisis ma mère. Alors, et c'est pour ça que c'est une lâcheté intellectuelle son nom. C'est un type Attends, qui mets n'a le même... contexte. Oui, pardon. On parle de la guerre d'Algérie et de choisir justement les révolutionnaires de l'époque, les gens dignes de l'époque, c'est-à-dire les indépendantistes algériens, le FLN, les descendants de l'humanité, de la liberté, de l'égalité, de la justice. C'est eux, quoi. C'est pas la France qui voulait maintenir ses colonies, maintenir ses départements et tout. Et là-dessus, il y a eu des gens voilà, qui méritent le respect, très peu, les porteurs de valises, certains dissidents communistes et tout. Et un type comme Camus a eu la lâcheté de dire entre la justice et ma mère, je choisis ma mère en mode ah bah non, en fait, c'est un problème trop compliqué. L'Algérie parce que il y a ma maman Colomb qui est là-bas et je peux plus choisir et à la fin je choisis ma mère. Il finit quand même par choisir, ce qui est déjà plus que Viktorovitch, mais la lâcheté absolue face à l'histoire. Tu utilises l'affection que t'as pour une mère. Je l'ai dit dans une autre capsule avec Poutou d'ailleurs, en disant le patriotisme est un sentiment noble, il est dégueulasse quand il vient de la politique. Camus est dégueulasse parce qu'il a utilisé l'amour de sa mère pour pouvoir cracher sur la liberté, l'humanité et la dignité du peuple algérien. C'est une honte. Et c'est pour ça que ce type doit être banni des livres d'histoire. Et donc... Allez, let's Pardon. go. Allez, Chris appelle aux autodafés d'Albert Camus, mais Non, mais en allons-y, plus- quoi. En plus, je le dis avec beaucoup de tragique. Moi, c'est mes premiers livres qui m'ont formé, qui m'ont touché. Le mythe de Oui. Sisyphe, Le Premier Homme est un livre très très beau. La chute d'Albert Camus, c'est un livre très très beau. Donc je le dis avec, tu vois, avec tu vois, une espèce d'autodiscipline et de... Tu vois, c'est plus dur pour moi de continuer d'aimer Camus que d'aimer Céline, hein, tu vois, c'est compliqué. Donc, bref, je finis là-dessus, mais il finit quand même par choisir. Mais il y avait cette lâcheté-là. Et à l'époque, il y a, comme tu dis, en face, l'intellectuel sartrien qui dit c'est le communisme et tout, un peu par opportunisme et tout, mais c'est pas grave. Ne vous moquez jamais des girouettes parce qu'elles indiquent le sens du vent. Il y a rien de mieux qu'une girouette qui indique le sens du vent. C'est juste qu'il faut savoir à quoi elle sert. Voilà. Donc quand vous voyez un intellectuel girouette, essayez de vous dire d'où vient le vent. Ne l'écoutez pas en tant que girouette, quoi. Et bah là, en fait, Viktorovitch, on voit bien qu'il a pas la pression. Il commence à la prendre, mais il résiste à la pression. Il veut garder le monde de l'intellectuel, factuel, etc. Il va dire que la neutralité n'est pas possible d'autres fois. Tu sais, il va dire ça. Il va dire non, je suis pas neutre. Mais en fait, c'est une forme de lâcheté encore pire. Il va dire je suis pas neutre, j'ai une position, mais qui, comme tu l'as dit, qui n'est pas exprimable dans le champ politique. Tu sais, une position qui flotte au-dessus des airs et tout, ce qui est encore pire que de se dire neutre, en fait. Vraiment, c'est comme la fausse modestie, tu vois. C'est comme si moi, Lionel Messi, il me tapait sur l'épaule et il me disait « Ouais, en vrai, Chris, t'es pas si mauvais par rapport à moi, tu vois. Il y a rien de plus humiliant, tu vois. Je dirais « Non, fais-moi des petits ponts, humilie-moi. » Tu vois, je veux dire, c'est ça la vérité, tu vois. Donc, vraiment, et ben là, il va faire ça. C'est, je trouve, encore plus violent. Vous êtes des malades, quoi. Enfin, genre, Déjà, pas très gentil, hein. Oula. c'est vraiment... Si certains veulent le dire, ils le disent, il n'y a pas de problème. Moi, je viens d'un temps, alors que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais moi, je viens d'un temps où, au contraire, quoi. C'est très important, justement, pour garder ton indépendance, de ne pas soutenir un camp, de ne pas soutenir un candidat, de défendre éventuellement des idées, des convictions quand tu les assumes et que tu dis de quelles convictions il s'agit, mais... Cette musique sonne à mes oreilles. On a déjà fait un react à cette musique, pas jouée par la même personne. Est-ce que tu te rappelles de qui ? C'était Salomé Saké. Exactement. C'était Ouais. les mêmes mots. Oui, oui. La fameuse indépendance, tu vois, il faut que je garde mon indépendance. Moi, j'ai envie de dire pourquoi. Pourquoi ça serait bien d'être indépendant quand on parle de politique ? Pourquoi ça serait bien de ne pas être attaché à un camp quand on parle de politique ? Je vais aller plus loin. Quel est l'intérêt de parler politique si tu es indépendant ? À quoi ça sert ? Parce que moi, la seule raison pour laquelle je m'intéresse à la politique, c'est parce que j'ai envie de transformer le monde pour qu'il soit différent et, à mes yeux, mieux. C'est pour ça que je m'intéresse à la politique. C'est pas un passe-temps, c'est pas un hobby, c'est pas mon métier, c'est pas pour gagner du fric. Et je pense que l'immense majorité des gens qui s'intéressent à la politique parce qu'ils ont envie de transformer les choses, qu'ils ont envie de changer les choses. Dans ce contexte-là, qui est
le rapport efficient, efficace et le plus commun à la politique. Quel est l'intérêt d'être indépendant ? À quoi ça sert ? Vraie question, hein. Non, mais c'est sûr. Et tu te dis, bah là, c'est effectivement que tu as une place à maintenir au-delà de la politique. Et ça veut dire que la politique, comme tu l'as dit, n'est pas l'enjeu principal. C'est pas une question de vie ou de mort pour toi. C'est une question d'apparat quand tu maintiens ta position de classe. Et c'est effectivement très limpide. Mais de s'arrêter là et de pas militer pour un parti ou un candidat parce que là, tu passes ailleurs, tu vois. Aujourd'hui, au contraire, Ce qui est marrant, c'est qu'il il confond le vote avec militer. Moi, je serais pour dire à chaque fois, genre, avant même qu'il y ait un débat sur un plateau à CNews, à BFM, voilà, avant même que vous parliez, vous dites pour qui vous avez voté. Moi, j'ai voté machin, voilà, donc maintenant, voilà mon opinion. Tu vois, moi, je trouverais ça plus... J'aurais plus envie d'écouter serait même. beaucoup plus honnête. Ce Ça serait- serait beaucoup plus honnête si tous les journalistes là. Parce que moi, tu vois, je suis de la même génération, je pense, que Viktorovitch. Je suis peut-être un petit peu plus jeune, mais pas beaucoup plus. Donc il dit un temps que les moins de 20 ans, machin. Moi, j'ai connu le même temps que toi, Clément. J'ai grandi avec les chroniques de France Inter le matin. Je vous ai raconté un Jean-Marc Sylvestre, etc. Jean-Marc Sylvestre, je pense sincèrement que lui, il arrivait en se pensant analyste politique indépendant et que c'était très important de ne pas dire pour qui il votait. Typiquement, cette pensée-là. Jean-Marc Sylvestre nous a matraqués du néolibéralisme. Toute notre enfance, si toi aussi tu as écouté France Inter le matin parce que tes parents écoutaient ça comme moi, on s'est fait pisser dans le cerveau par ce genre de personnes. Je pense qu'il aurait été beaucoup plus honnête intellectuellement et beaucoup plus formateur, et même en termes de possibilité d'indépendance cognitive, tu vois, intellectuelle, vu que lui, en plus, il a vraiment une vision de la politique comme c'est du positionnement individuel, moi, il y a ça qui me plaît, mais pas moi, vous verrez, on va voir plus tard, mais ça, c'est pareil, pour moi, c'est aussi l'expression d'une génération qui a pas d'organisation militante et qui, du coup, a vraiment un rapport à la politique qui n'est pas un rapport collectif avec de la discipline et tout, mais qui a un rapport de sentiment individuel et de moi je verse plutôt vers ça et plutôt vers ça, qui du coup est un rapport qui ne permet pas de transformer les choses. Encore une fois, nous, la critique, tu vois, c'est pas une critique, on va dire philosophique, abstraite, etc. C'est vraiment une critique sur l'efficacité, parce que là, Clément, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. On est au devant d'une crise du capitalisme absolument majeure, d'une crise écologique majeure. Je pense qu'en plus, ça, tu vois, il y est sensible. Pour le coup, je pense qu'il le sait vraiment. Quand les crises du capitalisme arrivent à leur maximum, le capitalisme est un système cyclique, hein, je vous le rappelle, mais on se le redit quand même. C'est-à-dire qu'intrinsèquement en lui, il porte le fait qu'il va vouloir extraire de la plus-value et de plus en plus, et de plus en plus, et de plus en plus. Et en fait, il y a un moment où, quand tu as tellement pressuré le travail des gens, les gens n'ont plus les moyens d'acheter la merde que tu leur fais produire en leur tirant de la plus-value. Ça crée des crises, soit de surproduction, soit de sous-consommation, soit les deux en même temps. Et ensuite, le système s'enraye et en règle générale, les gros capitalistes, depuis 200 ans, hein, le système qu'ils ont pour régler ce problème-là, c'est de faire une énorme grosse guerre en envoyant à la boucherie nos frères et sœurs, nos conjoints, nos enfants, nos petits-enfants, nous-mêmes, etc. Donc c'est un problème en fait. C'est vraiment un problème. Donc quand on dit qu'on n'a plus le temps, c'est très sérieux en fait, là, ce qui est en train de se passer. Et ces positions de pseudo-neutralité et tout sont des positions qui sont en réalité empêchantes pour pouvoir changer les choses. On va pas tacler Viktorovitch parce qu'on lui en veut personnellement ou parce que machin. On va tacler Viktorovitch parce que ça fait partie de notre agenda politique pour pouvoir transformer les choses. Nous, on a envie de participer à notre humble échelle à la construction d'un mouvement collectif qui puisse enfin faire un vrai rapport de force avec le capitalisme néolibéral qui est déboutonné depuis 40 ans dans ce pays, avec quasiment rien en face pour essayer de l'arrêter. Et donc ça nécessite de repenser nos rapports à la politique, reconscientiser les gens, etc. Et si la parole politique considérée comme pour comprendre, analyser, etc. est tenue par ce genre de gars qui tiennent ce genre de discours, on va se retaper 40 ans de merde, sauf que là, ça va s'effondrer, la guerre, machin, on vous a expliqué juste avant. Donc c'est un vrai enjeu. Et donc là, qu'il soit là à dire, voilà, le temps des moins de 20 ans et tout, je te le redis, Clément, c'est un temps très court, qui est particulier, qui est lié à cette période dans laquelle nous, on a grandi. C'est-à-dire une période où le mur s'effondre, le bloc soviétique s'effondre, et à ce moment-là, il y a des gars qui arrivent en disant, c'est bon, c'est la fin de l'histoire, en fait. C'est bon, on a trouvé le système parfait, tout est à l'équilibre, il n'y a aucun problème. Alors bon, ils n'avaient pas trop dû faire le tour, notamment au niveau de la périphérie impérialiste et tout. Ils ne s'étaient pas trop rendu compte que c'était pas trop à l'équilibre quand même. Ils n'avaient pas trop dû faire le tour dans les quartiers populaires, dans les endroits de la France rurale les plus précaires, etc. Ça, ils n'avaient pas vu. Mais voilà, c'était la fin de l'histoire. Et du coup, nous, on est d'une génération où au collège, on nous a dit, voilà, il y avait les totalitarismes, en fait. Il y avait d'un côté les nazis, de l'autre les soviétiques. Tout ça, c'est pareil, c'est des totalitarismes. C'était très méchant. Et puis ça s'est effondré. Puis maintenant, il y a la démocratie et tout va bien, en fait. Il n'y a aucun souci. Et là, on arrive au niveau de cette crise majeure qui survient suite à cette période où, justement, les syndicats s'effondrent, les partis de classe et de lutte s'effondrent, etc. Et nous, on est orphelins de ça. Et actuellement, c'est en train de bouger. Les conditions matérielles concrètes, la crise arrivant, ce n'est plus possible. Cet équilibre n'existe plus. Et donc là,
Clément Viktorovitch ne comprend pas ça et fait un espèce de chant du cygne en s'étonnant tout d'un coup qu'on lui demande de se positionner dans un moment où il n'est plus possible de ne pas se positionner et il est dangereux de ne pas se positionner. Ce qui est marrant, c'est qu'en plus, il voudrait, tu sais, avoir une espèce de synthèse idéaliste entre les mérites de l'engagement antifasciste d'aujourd'hui, du choix antifasciste socialiste contre barbarie d'aujourd'hui, tout en partant de la position de la neutralité, tout en ce que ça ne lui coûte rien. Tu vois? Eh ben non, on n'a jamais, et moi je le dis, les gens qui lui disent « t'as tort » et tout, continuez, bah, ne le harcelez pas, tu vois, mais c'est une vraie discussion, mais vous avez raison, ne vous faites pas avoir par sa rhétorique, voilà, vous avez raison de lui mettre la pression sur qui il vote, etc. Non, il n'y a pas d'engagement sérieux qui n'est pas coûteux, voilà, ça n'existe pas. Quand vous avez des engagements sérieux, vous les évaluez à l'échelle de ce qu'ils vous coûtent tout de suite ou potentiellement. Nous, on sait que potentiellement, on a ça si on continue de tenir nos positions. Vous voyez, Zoé avec ses camarades, amis et collègues, médecins du, comment on dit, conseil de l'ordre. Voilà, c'est voilà. Moi, dans d'autres positions, d'autres gens qui sont beaucoup opposés à nous, qui peuvent s'en prendre à voilà nos identités. Ou voilà, il y a des choses, mais soit vous considérez que ça en vaut la peine, soit vous considérez que c'est trop dangereux, mais il n'y a jamais d'engagement sérieux qui ne peut pas être coûteux. Voilà, c'est fondamental. Et là, il voudrait avoir les bienfaits de paraître pour un résistant antifasciste, tout en ayant le confort de la place centrale et d'équilibre d'une société qui se meurt. Ben non, ça c'est pas possible, Clément. Et les gens qui te disent dis pour qui tu votes, ils ont raison. Je le reproche, quoi. Et il y a des gens qui te disent que c'est un manque de courage, mais en fait, c'est... Ben, c'est ce que je viens de dire, en fait. Bah bravo Chris, tu es ces gens. Je suis la personne. juste une volonté de garder son indépendance par rapport au parti. Enfin, genre... Et en plus, tiens, je vais donner un autre exemple. Et là, je suis sûr que ça va te faire rebondir, Zoé. On le vit en ce moment. Nous, par exemple, en fait, quand on dit qu'on soutient la France insoumise, et qu'on va voter pour la France insoumise et qu'on va faire voter la France insoumise alors qu'on est communiste, marxiste, léniniste, ce serait carrément plus simple de dire nous on n'appelle à aucun vote, là pas du team, on choisit pas parce que l'orga marxiste léniniste qu'on rêve elle n'existe pas, donc tant qu'elle n'existera pas on fera pas de choix. Non mais vraiment, en vrai t'es d'accord, ce serait beaucoup plus confortable pour nous. Bah on oui. aurait voilà, puis on se taperait des discussions, des cercles de lecture, des Grundrisse en allemand parce que Zoé elle parle allemand, voilà. Et donc non mais tu vois, ça serait très confort. Et ben non, nous on nous tape dessus et continuez. De toute façon ça va rien changer parce que les gens ils disent mais à quoi vous êtes marxiste-léniniste et vous êtes insoumis et d'autres insoumis qui vont nous dire quoi, vous trouvez que notre programme il est pas assez à gauche, c'est le meilleur des programmes qu'on a, l'avenir en commun. Tu vois, c'est pas une position facile. Pas une position difficile non plus, c'est pas le Ça plus dur va, qu'on hein. fait. Non mais tu vois, Oui. mais c'est pas ça, c'est pas de ça dont on a peur. Mais ce que je veux dire c'est que il y a plus facile à tenir. C'est vrai que il y a un équilibre, on est obligé d'expliquer en quoi réformiste révolution, il y a une forme de passéisme, voilà, il y a une forme de baratin liturgique, voilà. Ça aurait été beaucoup plus simple de se revendiquer la chaîne communiste marxiste qui dit pas pour qui elle choisit parce que Mélenchon des fois c'est trop réformiste. Et oui, effectivement, il faut tenir une critique, une analyse, mais quand vous voyez la patte du team, vous savez pour qui ils vont voter et pour qui ils vont vous dire de voter. Au moins à chaque élection, ça se changera peut-être, ce sera peut-être pas tout le temps la même chose, mais pour l'instant ce sera comme ça quoi. Le débat public a toujours fonctionné comme ça, quoi. L'argument d'autorité de lâche, ça a toujours été comme ça le débat public, mais depuis quand? Depuis Zoé? Depuis Depuis Louis qu'il n'y a pas XI? d'alternative. C'est Depuis qu'il n'y a pas d'alternative politique crédible, en fait. Depuis qu'il y a une hégémonie du capitalisme néolibéral, où on a méthodiquement organisé le fait d'arrêter d'avoir de la conflictualité politique et d'assumer de quel camp t'es, qui sont tes adversaires, qui sont tes ennemis et qui sont tes camarades. Bah, c'est un problème. Hein. Et je vous le dis, hein, quand il y a des gens qui nous ont envoyé des extraits, c'est vrai, qui disent ouais mais Clément il dit jamais, il dit qu'on peut pas être neutre. Mais quand vous estimez que le débat public il a toujours été normal de pas dire pour qui on vote, ils se foutent de votre gueule en fait. C'est-à-dire que Mais ça, c'est ce qu'on avait dit avant, Chris, c'est la technique Viktorovitch. C'est-à-dire que tout le discours que tu tiens est un discours dépolitisant, etc. Et ensuite, tu t'en absous en disant « Ah, mais je vous ai dit que en fait, c'est pas tout à fait possible. » Oui, bah du coup, c'est ça. C'est tu tiens where les is deux la bouts. prise de position, quoi. Je trouve ça fou, quoi.
Et les gens qui disent, mais du coup, on sait pas d'où tu parles. Mais en fait, vous savez exactement d'où je parle. Je parle de la place de quelqu'un qui ne soutient aucun parti, qui ne... Courageux, quoi. Ok, Pascal Pro, quoi. soutient a fortiori aucun leader, qui est critique de tout et de tous, qui a pris l'habitude de voter jamais pour quelqu'un qui m'enthousiasme, mais toujours en fait pour quelqu'un dont je pense que c'est la moins pire des options, ou la moins éloignée de ce que je pense moi. Mais la vérité, c'est désolé, trouvez-moi un comme 100% éditorialiste. des gens. Mais comme 100% des gens. Mais en fait, moi, je trouve que c'est un truc de ouf. Est-ce que, tu vois, Clément Viktorovitch croit que les militants communistes de Russie en 17, ils étaient tous 100% d'accord avec la ligne? Non mais, vraie question. Est-ce qu'il croit qu'en fait, de tout temps, il y a eu des êtres humains qui étaient peut-être avec des cerveaux un peu débiles, on sait pas trop, et qui adhéraient 100% à une ligne et tout, sans avoir aucun écart individuel à ça? Et là, tout d'un coup, un jour, on a eu la chance d'avoir des êtres humains extrêmement bien instruits, qui ont un esprit critique suffisant pour se dire que, en fait, une offre politique ne correspond pas 100% à ce que je pense. Mais jamais. Par contre, pendant longtemps, comme on avait conscience du fait qu'il fallait des organisations collectives pour imprimer un rapport de force en face, et là je parle de notre camp, du camp communiste notamment, on avait des organisations où il y avait un truc qui s'appelait la discipline militante. La discipline militante et le centralisme démocratique. Le centralisme démocratique, c'est un principe dans un collectif qui est de se dire liberté totale dans la discussion en interne et unité dans l'action. C'est-à-dire entre nous, entre camarades, on débat, on discute, on essaye d'avancer nos lignes, de s'avancer des arguments, de aussi avoir des pratiques militantes ensemble qui nous permettent, si on n'était pas tout à fait d'accord sur un sujet, le fait de se rejoindre sur une lutte, le fait d'avancer là-dessus et tout, en fait, ça nous permet de trouver une unité de ligne derrière. Et une fois que cette unité de ligne est décidée en interne, en externe, on est tous derrière. Même si au départ, c'est pas exactement ta ligne qui a été choisie. Parce que tu comprends que c'est une nécessité pour le collectif pour faire un rapport de force. Ça, c'est un truc qui a été vraiment perdu et qui, je pense, est extrêmement délétère pour les mouvements politiques aujourd'hui. Ce truc d'avoir un rapport à la politique extrêmement individuel de moi, ma petite pensée, la complexité de mon cerveau personnel qui fait que je ne suis pas 100% d'accord. Mais être 100% d'accord n'est pas nécessaire pour voter pour quelqu'un. Tu n'es pas spécial. Pardon, Je veux dire, nous, je reprends l'exemple avec la France Insoumise, moi, il y a plein de trucs sur lesquels je suis pas d'accord avec la FI, en fait. Vraiment. Et vous les connaissez. Ça peut être nos critiques sur la France des 5 continents, c'est nos critiques sur leur rapport aux petits patrons, c'est nos critiques sur leur programme qu'on trouve trop néo-keynésien, qui ne bifurque pas assez avec le capitalisme. C'est aussi nos critiques de type de structuration de mouvement, où on se dit, si jamais ils arrivent au pouvoir et qu'il faut imprimer un rapport de force extrêmement dur avec l'Union européenne, avec le système bancaire, avec le FMI, avec tout ça, avec le patronat et tout ça, quand tu as peu d'ancrage dans les centrales syndicales, etc., comment tu vas pouvoir faire ce rapport de force? C'est chaud, c'est pas impossible, mais c'est chaud. C'est des questions qu'il faut se poser, etc. Tout le monde a des critiques. Personne ne vote 100% pour quelqu'un, quoi. Et le truc de j'ai toujours voté pour le moins pire. Mais du coup, c'est quoi tes idées politiques, en fait? Parce qu'il y a quand même une offre assez large, tu vois. Non, mais sérieusement, Non, mais... t'es de gauche et tout, il y a une offre assez large. Quel est ce truc si spécial dans ta tête qui fait qu'en fait, t'es très éloigné de tout le monde, mais il y en a un, t'es un peu moins éloigné que les autres? C'est très bizarre et encore une fois, c'est un rapport à la politique qui est un problème en soi pour pouvoir construire derrière. Ce qui est drôle, c'est la définition qu'il a fait de lui-même comme quelqu'un qui essaye de critiquer tout le monde. C'est littéralement ce que diraient 98% des éditorialistes politiques de ce pays. Voilà, bref. Deux, ce que tu viens de dire, je plus sois complètement, et c'est vraiment l'inverse. Il y a que... C'est même pas si ça existe des gens qui sont d'accord avec 100%, à part les candidats eux-mêmes de ce qu'ils disent. Mais personne. Et même Mélenchon, je crois. N'est d'accord avec 100%. Je l'ai entendu. Même Mélenchon, je pense qu'il n'est pas d'accord à 100% avec son programme. Exactement, parce que c'est des trucs collectifs et tout. Donc, oui. dire son vote alors qu'on n'est pas 100% d'accord, c'est littéralement le monde normal. Voilà, donc il inverse le truc, il invente rien. Et surtout, mais le mépris qu'il a pour les militants. Les militants seraient des benets qui n'auraient aucune forme de critique possible de leur vote. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qu'il vient de dire à la fin. En fait, moi, quand même garde un peu de recul, un peu de distance. Je suis pas un militant parce que les militants, c'est des abrutis, en fait. Ils sont pas capables de critiquer leur propre parti, Zoé. Vraiment, mais ça se veut... Comment dire, compréhensif, etc. Et c'est d'une condescendance et d'un mépris incroyable. Et en avalant quelques couleuvres au passage, systématiquement, à chaque élection. Donc à partir du moment... Comme tous les électeurs, Clément. Littéralement. Tu es normal, tu votes pour celui que tu estimes le moins pire ou le meilleur dans la situation. T'es pas d'accord avec 99%, ce que sont 100% des autres gens. La différence, c'est que dans les 100% des autres gens, il y en a qui
osent quand même dire leur vote parce qu'ils sont courageux, ce que tu n'es pas. Et que ces gens, par contre, encore une fois, hein, si on critique Clément Viktorovitch, tu sais, il a un peu parlé du fait qu'on l'a chopé sur Marx, là. Parce que, je sais pas, alors de ce que j'ai compris, on m'a envoyé un extrait, j'ai pas tout vu, je vous avoue, parce qu'il en parle en longueur et tout. Mais en gros, de ce que j'ai compris, donc allez voir, on a fait une vidéo où on le chope parce que il dévoie un concept marxiste, il le dévoie assez gravement parce que c'est un dévoiement qui est très fréquent et qui est une utilisation, une modification du discours de Marx au service d'un discours d'extrême droite. Donc c'est quand même un petit peu un problème. Dommage. Xénophobe et anti-immigration. Et donc il dit que, voilà, en gros, penser que l'immigration est un problème pour les travailleurs français parce que ça baisse la possibilité d'avoir des avancées sociales, etc. C'est un truc qui est très fréquent à gauche, c'était le cas chez Jaurès, c'est le cas chez Mélenchon, c'était le cas chez Mercey. Et tout ça, ça vient de Marx et donc c'est normal que Ruffin le fasse. Lui, il trouve ça méchant parce qu'il est au-dessus et que il trouve ça vraiment pas bien. Mais en fait, tout ça, c'est la faute de Karl Marx qui, dans son concept d'armée de réserve, avait mis le ver dans le fruit de la gauche, le ver xénophobe dans le fruit de la gauche. Donc, on a fait une longue vidéo où on parle de beaucoup de choses et notamment de la conception du racisme, etc., de comment on organise une lutte contre le racisme et on parle de ce concept d'armée de réserve où on montre que non, en fait, c'est une lecture d'extrême droite. Et c'est intéressant parce qu'il se fait aussi reprendre. Et en gros, là, longuement, de ce que je comprends, il y a un Discord de sa communauté. Alors bon, Discord, si je parle, je ne vais pas parler, mais sachez qu'il n'y a jamais de Discord de la part du type. Et il n'y en aura jamais. un jour, on développera, si vous voulez. Parce que c'est assez connexe avec ce qu'on est en train de dire en réalité, mais sinon, ce sera trop long. Mais donc, il a un Discord et apparemment, ça a fait grosse esclorde dans son Discord parce que lui, si vous voulez, son positionnement, c'est de dire oui, je suis neutre, machin, mais au moins, moi, je suis un mec rigoureux, je suis un universitaire, etc. Et en fait, là, il explique qu'il s'est fait choper d'une manière qui est pas honnête. Parce que voilà, il a déblatéré un truc en stream où il n'a pas été très précis, mais c'est pas très grave parce qu'en fait, lui, les trucs sur lesquels il est précis, c'est ce qui sort sur YouTube, ce qu'il dit sur Twitch devant des milliers et des milliers de gens, ça compte pas. Non, mais c'est vrai, c'est ça qu'il dit. Et donc, il faut pas lui en vouloir, etc. Il y a aucun moment où le mec se dit. En fait, je dévoie des concepts politiques à des visées d'extrême droite, c'est quand même un peu un problème, tu vois. Jamais, tu vois. Bon, après, force à lui, hein, pas de problème. Mais c'est notamment, surtout qu'il y a des gens qui payent pour entendre raconter de la merde. Tu vois, c'est ça qu'il dit. Je fais pas l'effort pour vous. Je réécoute après. Donc oui, c'est ça. Voilà, il explique que c'est une prise de risque, etc. Alors bon, la prise de risque, bon bref. Je vais pas m'étendre parce que même, tu vois, nous, on prend très peu de risques, d'accord ? On en prend un petit peu, très peu, très peu. Clément Viktorovitch n'en prend pas beaucoup. Enfin, en fait, des gens qui prennent des risques dans leur métier, je suis désolée, mais c'est, tu vois, des gars qui vont essayer de rétablir le courant à des centaines de personnes où le courant a été coupé pendant une tempête, qui vont en pleine tempête et qui risquent leur vie. Moi, tu vois, là, je pense qu'il y a une prise de risque, tu vois, par exemple. Sur le reste, j'avoue que je suis. Non, mais désolée, mais bon, il y a un truc qui me gave un peu. Tu vois, être journaliste à Gaza, c'est une prise de risque. Être analyste politique neutre sur Twitch, bon, je trouve que la prise de risque est assez modérée, en vrai. Le risque, c'est de se faire attraper par la patte du team. En vrai, ce qui est vraiment pas très grave. Hein. C'est pas très grave du tout. Hein. Enfin, franchement. Mais en tout cas, son Discord est très chafouin et ça, apparemment, c'est important, son Discord. Alors, j'imagine que c'est aussi le vivier des gens qui le payent pour qu'ils vivent et tout. Donc, je pense qu'il y a un petit enjeu de survie aussi derrière. Hein. Je peux capter. Mais bon, voilà. Et à un moment, il dit, mais je comprends pas pourquoi les gens parlent autant de moi et tout. Et il y a un truc presque un peu égotique, genre ma personne intéresse tellement de monde et tout. Alors bon, j'ai envie de dire. Moi, je pense que Clément Viktorovitch est très intéressant sur un plan stratégique pour nous à attaquer. Parce que, il a beaucoup d'audience. Et c'est des gens qui ont envie d'entendre parler de politique à gauche. Donc nous, on veut aller causer à ces gens-là pour qu'ils entendent autre chose, en fait. C'est pas Viktorovitch qui nous intéresse, c'est les gens qui regardent Viktorovitch. Et il est l'expression de ce moment de la politique qui est un véritable trou noir, je le dis. Genre 1980-2020 là, et qui doit s'arrêter en fait. Ouais. Il faut que ça s'arrête ce rapport à la politique, il faut qu'on sorte de ce rapport individuel. Nous on est très honnêtes sur nos objectifs, hein. On ment pas, on n'avance pas masqué. Moi mon objectif c'est un gouvernement communiste mondial. Voilà, c'est ça mon but. Bon, alors c'est un peu ambitieux, je vous l'avoue. Je suis tout à fait consciente qu'il va falloir qu'on soit très nombreux par-delà le monde pour y arriver et que chacun doit faire sa part à sa petite échelle et surtout chacun doit travailler à l'organisation collective. Donc nous, quand on va taper Viktorovitch, qu'on soit très clair, c'est que on veut annihiler ce rapport-là à la politique parce qu'on pense que c'est dépassé, c'est plus adéquat à la période. Il faut que ça soit dépassé, c'est empêchant pour pouvoir changer les choses. Et au-delà de ça, nous, on aimerait que la consommation de contenu Internet, ça arrête de devenir un truc passif.
où tu te formes toi-même pour ta propre culture personnelle. Et en fait, ton acte politique majeur, c'est de t'abonner à machin, de te désabonner de trucs et tout. Mais je te dis, je le revois encore là. Tu sais, les histoires, tu sais, quand vous taclez le NPA, très bonne vidéo d'ailleurs, j'ai trouvé sur Philippe Poutou, un petit peu salé, mais je pense parfaitement juste sur le fond politique. Quand on fait ça, tu sais, il y a plein de gens qui disent ah là là, mais il y a plein de gens hyper pas contents, moi je vais me désabonner et tout. J'ai envie de dire, mais c'est terrible d'avoir ce rapport-là à l'engagement politique. Te désabonner n'a aucun impact sur rien. Tout le monde s'en fout. Même nous, on s'en fout, tu vois. C'est te dire à quel point. Mais oui, et du coup, Internet est un outil de politisation majeure. Il faut que ça arrête d'être un truc où les gens se racontent que leur engagement politique, c'est de regarder des gens qui parlent de politique sur Internet. C'est pas vrai, c'est pas de l'engagement politique. Quand vous nous regardez là, c'est cool et tout, peut-être que ça vous fait passer du temps et tout, mais si vous voulez faire changer des trucs, c'est pas suffisant, vraiment. Ça peut être une porte d'entrée pour comprendre des trucs, pour ensuite aller lire d'autres choses, pour aller vous mettre surtout dans des collectifs militants dans votre ville. Ça peut être des trucs locaux, ça peut être des trucs nationaux dans un syndicat, dans un parti, dans une asso, dans un collectif, bref, peu importe. Sur des sujets thématiques, si vous êtes très bon là-dessus, il y a des collectifs qui luttent sur les questions du logement, sur les questions de la santé, sur les questions des droits des personnes trans, enfin, voilà. Mais l'engagement politique, ça ne peut pas être j'écoute un analyste neutre, je me fais mon propre avis, bon, je vais voter en me bouchant le nez parce que je ne suis pas 100% d'accord. L'engagement politique est un engagement collectif et il faut refaire des organisations. C'est la priorité de ce pays et c'est pas avec ces discours qu'on va y arriver. Donc on tape dessus. Et dernière chose, la conflictualité. Aller se taper philosophiquement avec des gens, s'opposer des arguments, dire qu'on n'est pas d'accord, c'est comme ça qu'on motive des gens à aller faire du militantisme. Jamais vous ne gagnez des batailles politiques en ne vous étant battu contre personne. Ça n'existe pas. La conflictualité, c'est la base pour faire avancer ces idées. Et nous, c'est pour ça qu'on est taquin, qu'on va taper, qu'on n'est pas très poli, que parfois on est caustique, etc. C'est une stratégie absolument réfléchie. Arrêtez de nous dire « Ah là là, quand même, parfois vous êtes méchants, c'est le but !» C'est ça. C'est comme quand vous dites à Mélenchon, des fois, il va trop loin. Non, ça fait partie de ces 22% et de ces 7 millions, quoi. Mais oui. Ben, je vais pas vous dire pour qui je vote, parce que je vais pas faire la pub de quelqu'un pour qui je vais finir par voter, mais en étant vénère sur plein de sujets. Tu vois. Donc ça veut dire que le gars, il veut voter pour quelqu'un qu'il ne voudrait mais pas... sans lui faire de pub. Qu'il soit élu. élu. Il ne faut pas qu'il soit élu, surtout pas. Mais c'est un délire. Moi, je préférerais que tu votes pas, en fait. Enfin, c'est sans déconner. Abstiens-toi, tu vois. Si c'est pour voter pour un gars dont à la fin, tu ne veux pas qu'il soit élu, ou tu t'en bats les couilles, c'est-à-dire que c'est pour te donner des airs de... La citoyenneté, tu sais, la fameuse phrase de con, là. Des gens sont morts pour avoir le droit de vote. Non, les gens sont morts pour bouffer, voilà. Et à la fin, on leur a dit que ce serait réglé par le droit de vote. C'était pas tout à fait la même chose, voilà. Donc, le droit de vote ne mérite pas autant de sacralité. Vous voyez, c'est arrêtez avec ça, vous voyez. Si vous en battez les couilles, allez... il va pas. Ou allez faire pipi, ou voilà. Mais alors, le pire du pire, c'est les gens, tu sais, qui te disent « Je m'en tape, mais je vais quand même faire l'effort d'aller voter car des précédentes générations se sont... » non, sans déconner, et lui, c'est ça. Lui, il te dit « Je vais voter, mais c'est pas très important, pas assez important au point que mon candidat gagne, j'en tape, parce que ce soit lui ou un autre, de toute façon, on va avaler des coups. » Le niveau de confort qu'il faut pour ça, Quand nous, on dit qu'on va voter Mélenchon, c'est qu'on se dit que oui, ce sera pas le gouvernement mondial communiste. Merci les trotskistes ou les gens de Twitter qui sont sur marxiste.org de nous le rappeler. On n'avait pas compris moi, que Mélenchon... Moi, je suis content qu'on me l'ait dit, Chris, parce que j'y croyais un peu. On savait pas, nous, tu vois, nous, on tape. Moi, j'aime bien quand on m'explique. Mais après, moi, j'ai besoin qu'on m'explique longtemps, tu sais. On tape les textes de Marc dans le texte, on vous a fait lire du Lukács, du Goldman, mais non, c'est vrai qu'on avait besoin de vous sur Twitter et de vos threads 1 sur 12 pour savoir que Mélenchon n'était pas un communiste marxiste-léniniste. Merci de la précision. Mais donc non, si on considère qu'on va voter Mélenchon, c'est que c'est une question, et qu'il faut que Mélenchon soit élu, c'est une question pratique, politique, de vie ou de mort. C'est le seul vrai antifascisme. Pas simplement parce que ça empêche le fascisme de gagner, mais parce que ça crée des nouvelles conflictualités, des nouveaux rapports de force, des nouvelles oppositions. Ça crée des bifurcations politiques. Vous y croyez ou non, ça, après ? Ouais. Mais nous, on se dit qu'il faut qu'il soit élu pour pouvoir sauver la vie de certaines personnes.
peut-être qu'on verra que non. En fait, Mélenchon au pouvoir, il va déporter et réimmigrer des gens. Tu vois ce que je veux dire ? Il va faire la politique de Zemmour. On sait pas, ça c'est vrai, on sait pas. On imagine que quand on veut la politique de Zemmour, on va plutôt voter Zemmour, tu vois. Donc les gens ne sont pas dans la duplicité à ce point. Mais pouvoir dire, je vais voter pour un gars dont c'est trop compliqué pour moi de faire la pub, ce serait trop engageant, ce serait trop risqué, et en plus, qui gagne, qui perd, je m'en tape. Mais vraiment, mais on devrait te retirer le droit de vote à toi. En fait, on devrait te retirer le droit de vote. C'est vraiment ce... Et toujours plus. Ça m'agace, quoi. Ça va, tu vois. Genre, parce que justement, quand tu commences à faire la pub, t'endosses tout le reste, quoi. Et moi, je veux pas endosser Mais les non. conneries de personnes pour qui je finis éventuellement par voter, mais en me bouchant le Tu vois, nez son et problème- toujours à chaque élection. Enfin, j'ai toujours voté comme ça. Hein. J'ai Son jamais problème, voté pour qui que ce c'est soit. son problème, c'est son propre dos. T'imagines ? J'ai pas envie d'endosser le truc. Putain, mais sérieux quoi, c'est quand même, tu vois, quand tu parlais de position de confort tout à l'heure, c'est ça. Déjà, t'as le droit de dire je vote pour lui et en fait, sur ça et ça, je suis pas d'accord, tu vois, t'as le droit. Enfin, vraiment, c'est faisable. Hein. L'immense majorité des gens font ça. C'est tout à fait faisable. Et en fait, la question, c'est son propre dos. C'est une dinguerie. Non, mais c'est fou. Qui que ce soit. Par contre, d'où je parle, j'ai toujours donné mes convictions. Hein. Ça, c'est vraiment dire que vous savez pas d'où je parle. Je parle comme un universitaire qui assume une méthodologie qui est une méthodologie universitaire et je l'assume principalement dans mes livres. Sauf je sur parle même Marx. quelqu'un qui se Non, ça, c'est pas d'où tu parles. De quelle classe sociale tu parles ? C'est ça. Là, tu parles d'universitaire, de machin, de là. Arrête, là, il va donner ses idées politiques juste après. Tu vas voir la grosse prise de risque. reconnaît dans un corpus de valeurs que j'ai toujours assumé. Moi, j'ai toujours milité, enfin, j'ai toujours été explicite, mais y compris quand j'étais dans les médias, où pour le coup, je me suis jamais caché. J'ai toujours dit, moi, je suis pour le partage des richesses de manière très très large entre les citoyens, le partage du pouvoir de manière T'es Mathieu Pigasse, en fait, quoi. très large Oui. Non, mais au sein de la oui. société. Je suis pour la prise en compte de l'urgence écologique dans toutes les décisions et je suis pour la lutte contre toutes les discriminations, quelles qu'elles soient. Ouais, Je pense que Gabriel Attal peut dire pareil. Mais Non, mais vraiment. je pense que sincèrement. Bardella peut dire pareil. Vraiment, mais vous vous rendez pas compte du truc insipide. Personne ne vient sur un plateau de télé dire je suis pour faire des discriminations de manière explicite. Je L'écologie, suis pour la concentration des richesses sur C'est ça. une toute petite partie de gens, sauf J'adore Guillaume Casbarian, ça. tu vois, mais sinon les autres gens ne disent pas ça. Non, mais... Je déteste l'écologie, vraiment. Je ouais. pense qu'il ne faut jamais prendre en compte l'écologie dans les décisions Ah, puis politiques. moi, dès que je peux rejeter de l'essence dans les rivières, Ah ouais. je le fais tout de suite. J'achète de l'huile en magasin pour la jeter dans des torrents d'eau pure. Ouais. Vraiment, c'est... Mais vraiment, mais le type, il ose dire... Vous savez d'où je parle quand je parle de ça ? Mais enfin, c'est vraiment... Alors, allez, j'exagère. On a parlé de Bardella et tout. Je veux dire, c'est littéralement ce que je disais en entrée, l'intégralité de tout ce que les gens de gauche, même les pires raclures sionistes comme Jérôme Gage, là, des génocidaires, pourraient dire, quoi. Ouais, je veux dire, voilà d'où je parle. Et vous avez l'impression que si tu dis pas quel candidat tu soutiens, t'es pas clair. Mais vous êtes des oufs, en fait. Vous êtes des oufs. Je T'es pas clair. suis limpide sur mes convictions, je suis limpide sur mes idées, je suis limpide sur mon engagement contre l'extrême droite, j'en paye le prix. T'en payes le prix de quoi ? Qu'est-ce que tu... Mais... T'en payes le prix de quoi par rapport à plus que nous ? Il y a Twitch gauchiste qui fait des clips sur toi ? Bah oui, mais nous aussi. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que tu payes comme prix, Mais Victor même sans parler de nous, Chris, en règle générale, enfin, tu vois, c'est pareil, mais en fait, la position de commentaires rémunérés politiques sur Internet est un problème, je le redis. Parce que du coup, ça te fait te raconter que tu prends des risques, etc., à avoir des positions qui, en fait, ne permettent pas de vraiment prendre des risques qui seraient nécessaires pour que les choses changent. C'est ce qu'on disait juste avant. Et le truc du risque face à l'extrême droite, alors attends, après, je sais pas, moi j'ai vu plein de gars qui produisent du contenu politique sur Internet dire qu'ils prenaient des risques face à l'extrême droite et tout. Bon, je suis pas dans leur vie, je sais pas, peut-être qu'ils ont été vraiment menacés en direct et tout. Mais comment dire, je pense que ce truc de raconter que quand t'as une parole politique sur Internet et que tu t'opposes à l'extrême droite, c'est extrêmement dangereux, je pense que c'est contre-productif. Parce que déjà, je pense que ça leur donne envie de te casser les couilles. Je le dis premier degré. Moi, je l'ai déjà dit quelques fois, je leur dis ici.
Moi, j'ai la particularité d'être une meuf sur Internet, ce qui expose à des trucs un peu spécifiques. Comme les gens qui sont noirs ou arabes s'exposent à des trucs spécifiques sur Internet, comme les personnes trans s'exposent à des trucs spécifiques sur Internet. C'est pas exactement les mêmes ressorts, mais en tout cas, en général, quand t'es un mec blanc, c'est des trucs que tu prends pas dans la gueule. Voilà, C'est globalement. Et donc moi, je suis pas une meuf trans, je suis pas une meuf musulmane, etc. Par contre, je suis une meuf, et du coup, je prends des trucs spécifiques là-dessus. Notamment des centaines de messages, milliers, je pense, depuis que je fais du contenu Internet, plusieurs milliers, de gars d'extrême droite complètement ouf, qui, alors moi, c'est quasiment que des trucs sexuels que je reçois. C'est pas très agréable, c'est un peu chiant et tout. Bon, après, moi, je m'en bats un peu les couilles. Et surtout, si j'en parlais tout le temps, en m'en plaignant, etc., c'est horrible de dire ça. Je pense que le mieux, ça serait que ces mecs ne font pas ça. Mais comment vous dire, on n'est pas dans un monde où ils ne le font pas. Donc, ça sert à rien de le souhaiter si ça ne peut pas avoir lieu. Si je passais ma journée à faire ouin-ouin dessus et tout, j'en recevrais 15 fois plus, en fait. Il faut avoir une forme de matérialisme là-dessus, je suis désolée, mais tu t'exposes publiquement en parlant de politique sur Internet, tu vas prendre de l'adversité. Il faut y être prêt. Si tu n'y es pas prêt, ne fais pas ça. Je suis désolée. Et vraiment, là, je préfère être très honnête là-dessus. Ne fais pas ça. Mais surtout, en plus, en racontant ça, tu fais croire à des gens qui, eux, pourraient aussi se lancer dans une parole politique. Je l'espère plutôt sur un mode collectif que sur un mode « je lance ma petite boutique de commentariat politique rémunéré, etc. » Mais sur un mode de « je suis au sein d'une organisation politique et on va faire avancer collectivement une ligne parce que c'est comme ça qu'on change le monde, c'est pas en faisant des trucs individuels de chacun dans son coin et tout. » Quand tu fais ça, tu décourages des gens aussi de le faire. Parce que tu leur racontes que c'est horrible, que l'extrême droite, que machin, que truc. Alors que, désolé, mais c'est pas vrai en fait. C'est pas vrai. C'est beaucoup moins risqué d'être un mec blanc qui parle de politique sur Internet en disant de temps en temps que l'extrême droite c'est méchant, que d'être une meuf qui bosse à l'abattoir et qui gère toute seule deux gamins en fait. C'est beaucoup moins risqué. La vie est beaucoup moins dure. Désolé, mais faut arrêter avec ça. Vous entretenez le truc et en plus vous découragez des gens dont on aurait besoin qu'ils prennent la parole, mais qui seraient en vrai plus exposés que vous, à prendre la parole aussi. Donc c'est un vrai problème de dire ça. Alors après, peut-être, encore une fois, c'est sous réserve de, peut-être qu'effectivement, il vit des trucs horribles, j'en sais rien. Oui, mais c'est pas non plus, je pense qu'il reçoit moins de photos de bites et de menaces de viol que moi, par exemple. Et puis c'est pas non plus, tu les écoutes, quand tu les écoutes, je pense à d'autres là, enfin des mecs qui font du YouTube et puis qui nous rappellent ça toutes les 5 minutes, t'as l'impression que c'est Dustin Hoffman, tu sais, dans Marathon Man et qui se sont fait percer les dents là, tu vois, par des anciens nazis. Faut pas déconner non plus, quoi. Tu vois ce que je veux dire, c'est des insultes, Internet, voilà. Vous êtes en train de rappeler, déjà même de manière un peu excessive, qu'on est dans une société qui se fascise, qu'il faut résister, qu'il faut tenir. Et vous ouin-ouintez pour des DM de gens que vous pouvez bloquer ou quoi que ce soit. Enfin, je suis désolé. Alors après, encore une fois, je sais pas, non, Chris, peut-être qu'il lui arrive des trucs. Tu vois, peut-être qu'on sait pas, mais bon. Si je le paye cher, c'est recevoir des trucs genre sale gauchiste. Si Clément Victorius s'était fait péter la gueule par des nazis au coin de la rue, ça se saurait. Ce qu'on ne souhaite pas, évidemment. Ah non, mais clairement. Mais nous, on vote justement pour LFI pour ne pas en arriver là. Mais il faut arrêter de surjouer on prend des risques de dingo. Non, la situation, heureusement pour toi, heureusement pour tout le monde, n'en est pas au fait quand on fait des YouTube en étant pro-NFP, on se fasse péter les genoux dans la rue par l'extrême droite. C'est pas la situation concrète, quoi. Et c'est justement parce qu'on a à la fois cet outil incroyable et la possibilité concrète matérielle de s'organiser sans que ça soit si coûteux de ça. Ça l'est forcément un petit peu, tu vois. Mais ça l'est pas tant par rapport à l'histoire des luttes sociales et des luttes communistes. Enfin, vraiment, faut se calmer, quoi. Pour l'histoire de tous les militants de gauche qui ont payé cher leur engagement politique. Je pense que les militants Internet de 2026, ça va, tu vois. Je pense que ça va. Et donc, justement, on a à la fois cet outil incroyable, les conditions historiques qui nous permettent enfin de pouvoir proposer une alternative et le confort matériel, etc., pour pouvoir organiser les choses. Putain, mais relevons-nous les manches et faisons les choses. Là, se dirait chacun dans son coin et tout, c'est nul. Tous les jours. Et pour le reste, et si ça vous suffit pas, encore une fois, il y a plein d'autres gens qui parlent et qui, eux, disent pour qui ils votent et vous serez plus à l'aise là-bas. Mais vraiment. Bah ouais, venez à la pas du type. Écoutez Viktorovitch, il a raison. Allez à la pas du type. C'est ça qu'il a dit. Enfin, moi, c'est ça que j'ai entendu, Zoé. Il faut arrêter de croire que c'est normal de dire pour qui on vote. Vraiment. Il a raison, c'est pas normal de dire pour qui on vote, ça doit le devenir. Voilà, c'est donc militer pour. Vraiment, c'est parce que là, vous êtes... Et j'aimerais qu'on se le dise, c'est normal de dire pour qui on vote quand on s'exprime politiquement, publiquement et qu'on joue les engagés, c'est ça qu'on veut dire. Moi, je vais pas demander à ce que un père de famille maghrébin ou une femme musulmane, tu vois, expose son vote à la sortie d'un bureau de vote où ça vote majoritairement 40% l'extrême droite, tu vois, parce que c'est pas les mêmes conditions.
Mais là, on parle de gens qui disent le monde et qui disent qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. On s'attend à ce qu'ils aient cette transparence. C'est ça qui nous agace, quoi. Enfin, ça n'a jamais été comme tel, quoi. Le débat, le Si. vote, il est secret. Et encore une fois, on est Putain, C'est nul. niveau de Mais bon, bourgeoisie, bref, quoi. hot take, c'est nul. Mais bon, on développera sur ça un jour. une partie d'entre vous, vous votez par ferveur, mais acceptez l'idée, même si c'est pas votre cas, que certains votent Ferveur. par dépit. D'accord. Mais C'est une dinguerie. En fait, pour lui, il se dit, il y a des gens, ils sont trop fervents dans leur tête pour être lucides, parce que c'est un peu ça qu'il y a Ouais, derrière. c'est ça ce que je dis. Comment c'est un mépris des militants. Comment être fervent si on n'est pas lucide, tu vois, c'est soit l'un soit l'autre, quoi. Donc il y a des gens qui votent par ferveur et il y a des gens qui votent avec leur raison et donc qui votent forcément par dépit parce qu'ils sont conscients, eux, contrairement à tout le monde, qu'ils ne sont pas d'accord avec 100% de la proposition politique pour laquelle ils vont voter. C'est vraiment un souci. Et moi, tu vois, je voulais conclure. Alors, je ne sais pas si ça a été très clair, ce qu'on a dit sur cette capsule. J'espère que ça l'a été un petit peu. Ouais, je pense. Mais c'est un vrai enjeu de structuration. Je vais vous redire un peu ce que j'ai dit avant, mais l'outil Internet, pour boucler un petit peu avec ce que je vous disais au départ. L'outil Internet arrive, on va dire, se démocratise il y a à peu près une vingtaine d'années, quoi. Il devient vraiment accessible, etc. Et dans la gauche Internet, évidemment que la gauche s'empare de l'outil, mais parce que, en fait, quand vous avez un discours de gauche radicale, vous n'allez pas être invité chez BFM, vous n'allez pas être invité à écrire dans Le Monde, vous n'allez pas être invité sur France Inter, ou alors de manière extrêmement marginale et en étant très, 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 très mal reçu. Donc l'outil Internet devient, mais notamment pour les militants marxistes, un outil de zinzin. Et ça, vraiment, je le maintiens. Il faut absolument mesurer l'importance de cet outil et surtout mesurer comment l'utiliser de la manière la plus efficace possible. Si vous regardez un peu l'histoire, là, récente d'Internet. Alors, je fais ça sorti un peu de mon cul, là, comme ça. Faudrait affiner et tout ça. Mais vous avez en gros les grandes lignes. Si vous regardez, il y a eu une première phase qui correspond en fait au quinquennat Hollande. Ça a commencé un petit peu avant, mais qui est une espèce de phase de la gauche Internet qui est un peu la phase Usul, tu vois, où c'est des vidéos essais très travaillées. Tu vas travailler un sujet hyper en profondeur, etc. Tu sais, c'était le format Mes chers contemporains d'Usul. Je sais pas si Ouais, t'as connu, peu, toi. Ça, non, pas du Christ. tout. Mais un peu C'était- réinformation, quoi. Oui, voilà, c'était vraiment du travail de réinformation. Il y avait un peu du travail de critique médiatique aussi. Et en fait, c'était des trucs vraiment qui avaient vocation à analyser le monde, tu vois, mais qui n'étaient pas non plus dans une perspective de se dire, là, en fait, on est en train de produire des militants qui vont aller lutter concrètement pour changer un truc. Il y a pu y avoir un peu des choses, tu vois, avec contre la loi travail. Il y avait eu un espèce de mouvement de youtubeurs qui s'appelait On veut mieux que ça. Voilà, tu vois, il y avait ce genre de tentative, mais où en fait c'était chacun faisait une vidéo dans son coin en disant on veut mieux que ça. Et en fait, il y avait quand même toujours un gros manque d'organisation collective et tout. C'est la période où on a vu les nuits debout, les trucs comme ça, Oh là. qui étaient en fait des tentatives de repolitisation d'un moment qui était politiquement assez atone, alors que on sortait du traité de 2005, des émeutes de 2005, qui était un moment de repolitisation justement. Mais comme il n'y avait pas de structure d'organisation qui suivait, c'était compliqué. Et ensuite, sur la phase Macron, objectivement, on a été sur une phase politique Internet, Startup Nation, enfin, qui suit vraiment ces quinquennats. Et donc, il y a eu des formes de structuration de la politique sur Internet, mais alors, soit c'était des structurations sous forme d'auto-entreprise ou petite entreprise, etc., avec des gens qui vivent du commentaire rémunéré, soit vraiment des structurations sous forme de médias, type Blast, le média, etc. Ça a été ça, les formes de structuration. Mais en fait, si tu regardes, il y a un grand absent de la politique sur la gauche Internet, c'est les organisations politiques. La FI, un petit peu, tu vois. Ah, si, ils sont Et forts. encore, oui, mais la FI sont forts sur les réseaux. Mélenchon a vraiment bien utilisé. Ou Mais d'autres. est-ce qu'on peut parler vraiment d'organisation Ouais, je suis politique d'accord. au sens où l'outil Internet sert à structurer, se parler, produire de la théorie, etc. La FI sait très bien utiliser l'outil Internet pour diffuser ce qui est produit par le parti. Ce qui est déjà très bien, tu vois, par rapport Et à plein d'autres... coordonner Action Pop, tu vois, Ouais. ils ont aussi utilisé ça proprement, tu vois. Mais effectivement, on peut pas dire qu'il y a une forme d'expression partidaire cohérente globale de la FI via Internet. C'est plutôt la chaîne de Bompard, la chaîne de Mélenchon, la chaîne de... Ouais. Voilà, c'est pas... Bah, Et c'est Après, beaucoup de c'est la à l'image- rediffusion de prise de parole, tu vois. C'est cohérent, hein, c'est à l'image de ce qu'ils pensent du mouvement gazeux, etc. Tu Oui, vois, c'est ça. C'est ça. Et donc là, tu vois, nous, ce qu'on observe dans nos milieux militants à nous, marxistes, c'est qu'il y a un renouveau des idées marxistes qui est énorme, et ça on vous le dit dans plein de capsules, et il y a plein de signes qui le montrent, et c'est pas que en France, c'est dans plein d'autres endroits. Parce que le marxisme est la réponse la plus adéquate à la période qu'on vit sur la crise écologique, la crise économique qui arrive, la crise géopolitique, etc. Parce que le marxisme est un outil de fou. Et donc, quand on arrive à cette période-là, là, il y a un vrai enjeu à réussir à sortir de ce rapport de la politique qui est un rapport
de spectateurs passifs et de producteurs de contenu dont l'objectif c'est de produire du contenu et pas de faire de la transformation politique, construire de l'organisation militante, construire de la formation militante, etc. Et la formation militante, c'est pas que écouter une vidéo, ça peut y participer si tu veux, mais la formation militante, c'est aussi te rejoindre au même endroit avec d'autres personnes, pratiquer, aller vraiment mener des actions, etc. Ça passe par ça, quoi. Et donc, il y a tout cet enjeu à essayer de faire cette mutation pour que l'outil Internet devienne adéquat. Et c'est pour ça que nous, on va taper sur des mecs comme Viktorovitch. Parce que cette manière de penser l'analyse politique, selon nous, doit mourir. Elle est délétère, elle est inefficace dans la période et elle est délétère pour pouvoir motiver les gens à faire ce dont on a besoin, c'est-à-dire construire ce putain de parti de masse dont on a besoin pour pouvoir faire le rapport de force. Nous, on soutient l'AFI à fond, on vous l'a déjà dit pour la présidentielle, même si on a des critiques, etc. Et on vous l'a déjà dit, on vous le redit. Moi, une de mes grandes inquiétudes sur l'AFI, c'est s'ils arrivent au pouvoir, quelle est leur capacité à vraiment pouvoir bifurquer ? Est-ce que leur programme est adéquat à pouvoir le faire ? J'ai peur que pas tout à fait. Et est-ce qu'ils ont la possibilité de mettre en place le rapport de force nécessaire, avec notamment le soutien populaire, etc., tel qu'on est actuellement aujourd'hui ? Moi, je pense que c'est un peu chaud. On va tout faire pour, à notre petite échelle, essayer de participer au fait que ça ait. Mais objectivement, c'est des vraies questions qu'il faut se poser et il faut se regarder en face. Et des attitudes comme ça, d'analyse politique surplombant, etc., qui datent d'une période où on a raconté que c'était la fin de l'histoire, qu'il n'y avait pas d'alternative et tout, c'est finito. Et là, il est là, Clément, il ne comprend pas en fait. Il dit, mais ça a toujours été comme ça, ça a toujours été comme ça. Oui, mais ce monde est fini. Et tant mieux. On va vers un monde qui sera bien mieux. Clairement. Il ne comprend pas qu'on lui exige des choses d'une période aujourd'hui alors qu'il se croit dans une période passée du commentariat politique. C'est vraiment ça, il est anachronique. Voilà. Et quand il se prend l'époque, pour qui tu votes, il dit mais c'est pas ça que je voulais. Ben oui, ce n'est pas l'époque dans laquelle tu crois être. Et c'est un vrai sujet de fond qu'on pourrait creuser philosophiquement, tu sais, scientifiquement, ça, le fait d'avoir des structures mentales désynchronisées de l'époque. Il est vraiment là-dessus, Viktorovitch. Mais parce que quand tu vis moins la crise, tu sens moins le changement aussi. Exactement. Bref, sur ce, les amis, écoutez, là, comme c'est la toute fin et que vous êtes restés jusqu'à la fin, comme vous le savez, le 13 juin prochain, ça se rapproche énormément. On sort le film sur Cuba. Et les potes, figurez-vous que ça y est, on a sorti la bande-annonce. Cette bande-annonce sur notre film dont on est trop fiers. Mais alors vraiment, je vous dis, nous, on a la chance d'avoir vu le film. C'est un énorme banger. Moi, j'ai les poils, rien que d'y penser. L'avant-première, c'est le 13 juin à la Fac Paris-Nanterre à 16h30. Vous trouvez le lien en barre de description. Il reste encore quelques places pour la diffusion et pour la conférence débat avec Saïd Bouamama et Salim Lamrani. Et tout de suite, les amis, pour la fin de cette vidéo, et pour une fois, on va vous mettre l'incroyable bande-annonce de notre film qui s'appelle « À l'assaut du ciel, Cuba ou la solidarité anti-impérialiste ». Regardez ça les gens, salut. Salut à vous. We should be proud of what we achieved together in the last century, and our destiny together awaits. Así entiende nuestro pueblo sus deberes, porque entiende que el enemigo es uno. Que chacun de nos auditeurs imagine que des gens quittent un maquis dans lequel ils se battent contre un oppresseur pour venir débattre à La Havane. De igual manera que los delegados de la Conferencia Tricontinental hace 60 años reivindicamos la decisión de los pueblos de enfrentar la agresión imperialista y sus ansias de dominio y colonización. La commémoration de la Tricontinentale aujourd'hui, 60 ans après, renvoie à la réalité du monde d'aujourd'hui. La historia es muy irónica, ¿no? Puede volver de manera muy cruel. The United States Armed Forces successfully captured Maduro in the dead of night. C'est un peu la réaction de la bête blessée, qui est d'autant plus dangereuse qu'elle est blessée, parce qu'elle voit ses profits pouvant être remis en cause objectivement par le rapport de force. You know, the power that is imposed is the weakest one. It's terrible, but it's the weakest one. Si Estados Unidos hace eso con Venezuela, lo puede hacer con cualquier país del mundo. Y lo puede hacer con Cuba. Quieren ultrajar nuestra soberanía. Y Cuba está dispuesta a defenderla al precio que sea necesario. ¡Que viva Cuba libre!